Dans ce travail, on a découvert que les discours du général de Gaulle n'étaient pas disponibles. On a découvert que des enregistrements de Cocteau, où Cocteau utilisait sa voix pour graver, pour mordre, comme il disait, un texte, n'existaient pas. Que des interprétations d'Édith Piaf dites sur des textes de Cocteau n'étaient pas disponibles. Et donc peu à peu, on a découvert que des grands entretiens radiophoniques, que des créations d'auteurs, d'hommes de théâtre ou autres, et tout simplement les discours des présidents de la République. Donc on a réédité Léon Blum, Pierre Mendès France, le général de Gaulle, Malraux, Mitterrand et dernièrement Jacques Chirac. Et en fait, d'écouter l'histoire incarnée par la personne, c'est donner finalement toute la force et tout le sens de la conviction d'un texte, qui, lorsqu'il est retranscrit de manière écrite, ne porte pas la même légitimité. Et de cette ouverture, il y a eu tout l'aspect de création et autres. Et là, on s'est aperçu que le disque parlé avait toujours existé, depuis les lettres de Montmoulin de Fernandel ou Le Petit Prince de Saint-Exupéry par Gérard Philippe, mais qu'il avait été oublié à certains moments et que en fait, l'arrivée de l'audiovisuel, de la télévision, l'avait discrédité comme un moyen sensoriel d'approche du texte, alors qu'en fait, il en gardait toute la force, et la meilleure des preuves, c'est finalement le succès de la radio pendant la même période, puisque la radio n'a jamais baissé en termes de pénétration dans les foyers. Et donc, pour aider ces enregistrements historiques à vivre, Claude Colombini a créé un catalogue qui s'appelle La Librairie Sonore, et où elle a demandé à de grands comédiens d'interpréter des textes qui soient le plus proche possible de l'imaginaire du comédien, de la capacité du comédien à l'interpréter. Donc évidemment, plutôt La Fontaine sur Galabru, plutôt Céline sur Podalides, plutôt Chateaubriand sur Mesguich, Victor Hugo sur Bouquet, etc. Et afin de généraliser un petit peu le texte lu et l'évidence qu'un beau texte interprété offre finalement, dans une tradition du théâtre sonore, une certaine vérité à l'approche d'une œuvre. Et ça nous a permis dans le même temps de mieux vendre nos archives historiques et dans un troisième temps de faire des créations, par exemple avec des philosophes. Michel Onfray qui raconte l'histoire de la pensée occidentale au travers de la contre-histoire de la philosophie. Luc Ferry, Albert Jacquard, Bernard-Henri Lévy, et des archives historiques, Sartre, Camus, Vladimir Jankélévitch, des interprétations par les auteurs, donc La gloire de mon père, Le château de ma mère, raconté par Marcel Pagnol lui-même. Et le premier problème qu'on a eu a été évidemment les libraires, puisque lorsque nous avons commencé, il y avait Télème, il y avait Livraphone, le livre qui parle, mais finalement 45 libraires en France qui pouvaient soit avoir un mini rayon de livres audio, tout en se plaignant que ça ne marchait pas, ou soit faire quelques commandes clients, mais pas plus. Malgré les essais avant de l'édition des Voix des femmes, qui avaient mis des présentoirs, etc. Voilà. Alors, on s'est attelé à ça et notre plus gros investissement n'a pas été en fait la production, mais a été le réseau libraire. Convaincre les libraires. Bon, aujourd'hui, on peut estimer qu'on est gagnant puisque on a 400 libraires qui ont un vrai rayon, c'est-à-dire en permanence des livres audio Frémaux et Associés, et on en a 2250 qui passent au moins une commande client par an. C'est-à-dire 2250 libraires où quand on leur demande un livre audio, ils vont naturellement aller sur Electre, Dilicom, ou regarder le catalogue Frémaux et passer la commande du client. Donc ça a été une politique commerciale quand même très agressive sur les libraires, avec le port offert sans minimum de commande qui leur a été donné dès le départ, un droit de retour permanent intégral illimité, c'est-à-dire une liquidité totale du risque d'immobilisation du stock pour le libraire. Ensuite, des catalogues, 100 à 120 000 catalogues par an routés aux libraires, et des meubles. Je crois que je suis à ma 7e ou 8e ligne de meubles différentes, meubles présentoirs. Donc on a eu des grands, des petits, en carton, en plastique. Là, on vient de sortir 2 meubles avec Gallimard, qui sont des meubles en métal et bois, en colonne et bibliothèque. Donc un gros investissement pour permettre aux libraires d'exposer, même si on a beaucoup de libraires qui utilisent tout simplement la bibliothèque Billy d'Ikea, qui sert aussi aux livres de poche et qui est très pratique. Et donc ce travail a été payant puisque d'une part France Loisirs s'est mis à son tour dans la promotion par la VPC
de ses ouvrages, sous Xavier Chatagnon, puis ensuite Valéry Lévy-Soussan. Ça a tellement bien marché que Valéry Lévy-Soussan a été nommée à la direction d'une société qui est finalement entre France Loisirs et Hachette, qui s'appelle Audiolib, et où elle a généralisé dans un autre format le livre audio, puis Gallimard avec la collection Écoutez Lire, une tentative d'Albin Michel et de Flammarion qui n'a pas vraiment été suivie, et puis l'arrivée de nouveaux catalogues indépendants. Mais c'était quand même très important qu'Hachette et Gallimard s'y mettent, c'est-à-dire qu'il y ait la légitimité économique du gros qui implique que ça existe, puisque ça existe, ça doit marcher. Au jour d'aujourd'hui, les ventes sont en légère stagnation, mais sans doute dû au fait que l'offre a évidemment augmenté plus vite que la demande par l'arrivée de deux majors du livre, plus les indépendants. Mais je pense que si on pouvait véritablement cumuler les chiffres d'affaires de chacun, on est plutôt dans une augmentation, et en tout cas on se rapproche d'une autre niche qui est par exemple le livre Beaux-Arts. Moi je me compare souvent à cette niche parce que nos ouvrages sont plutôt les plus chers du marché, à cause sans doute de notre investissement qualitatif, où on ne veut surtout pas faire un livre audio fonctionnel, et on ne veut pas vendre la fonction du fait de pouvoir entendre un livre, on veut vendre une œuvre. On veut vendre un ouvrage sonore qui soit qualifié d'œuvre, c'est-à-dire on veut que la voix soit en plus-value sur le texte, soit parce que c'est la voix qui crée, exemple un cours de philosophe, soit parce que c'est un entretien, ou soit parce que la voix du comédien va véritablement apporter une plus-value artistique au sens et à la compréhension. L'un des plus beaux compliments qu'on ait pu nous faire, c'est celui de Michel Prigent, le directeur des PUF, qui nous avait cédé les droits du malaise dans la culture ou malaise dans la civilisation de Freud, qu'on a fait lire à Nathalie Roussel, la comédienne qui jouait la maman de Marcel Pagnol dans la série cinéma de La gloire de mon père, le château de ma mère. Et c'est un livre quand même compliqué sur Freud, et Michel Prigent m'a dit « Elle y va lentement, sûrement, elle chemine, mais elle arrive, par son interprétation incarnée du texte de Freud, à me faire comprendre des choses que je n'avais jamais compris en lisant l'œuvre imprimée. » Voilà. Et ça, c'est un compliment de Michel Prigent, le patron des PUF. On ne peut pas faire plus haut. Et c'est là où on voit quelle est la plus-value possible du sonore sur l'écrit et de l'explicitation par le sens de la voix. En politique, c'est évident, si on écoute un discours, le discours de Pétain au moment où la France capitule, si on écoute un discours de Léon Blum, eh bien ça n'a rien à voir avec la transcription écrite, c'est-à-dire que dans un premier cas, on comprend le sens de chaque mot, il n'y a pas de doute par la manière soit apeurée, soit dominante, soit... Et le sonore apporte cette vérification du sens que l'écrit n'aura jamais. Voilà, donc Frémoy et Associés s'inscrit dans tout ça, donc une collection jeunesse avec des ouvrages adaptés pour la jeunesse sur tous les grands thèmes culturels. Ça va de l'adaptation de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne jusqu'aux fables de La Fontaine ou Perrault, souvent en gardant le texte initial. Sur Perrault, on a gardé le texte initial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Perrault savait écrire pour les enfants, avec chaque chose compliquée qui est toujours expliquée avec une allégorie, et chaque chose importante qui est toujours dite deux fois comme un refrain. Donc en fait, Perrault bien lu peut être écouté par un enfant de 7 à 8 ans de 2012, il n'y a pas de problème. La collection donc des livres audio adultes, et puis la collection de tout ce patrimoine sonore parlé, qui peuvent aller des entretiens entre Léoto et Mallet jusqu'aux cours radiophoniques de Françoise Dolto sur la pédagogie, en passant par la collection qu'on est en train de faire avec les PUF sur l'histoire de France. Et c'est cette énorme ouverture sur les capacités du sonore, de l'audio, qui a été aussi aidé, il faut bien le dire, avec le baladeur numérique, qui permet donc d'écouter des textes audio dans une balade ou dans le TGV ou dans le métro, qui a redonné finalement la légitime place de ce qu'on appelait anciennement le conte, l'histoire des grands-mères, la tradition orale de la transmission des savoirs. Avant les 40 tomes de la Bible en sumérien, il y a bien eu une tradition orale du transfert de l'information et de la culture et de l'émotion.